Professeur Johan Galton, bienvenue à Rachat TV. Merci beaucoup. Cela fait plusieurs mois qu'on n'a pas eu l'occasion de nous rencontrer pour discuter de l'actualité. C'est juste, oui, c'est ça. Ouais. Et puis, en tout cas, depuis le début de l'année 2011, il y a eu plein d'événements qui se sont produits. Hein, et j'aimerais profiter de votre présence parmi nous pour discuter un petit peu de ces 6 mois qui se sont écoulés de l'année 2011. Ça m'intéresse énormément. Ouais. Alors, allons-y. Alors, je vous propose, si vous le voulez bien, de parler un petit peu de ce qui se passe, de ce qui s'est passé et ce qui se passe encore dans le monde arabe, parce qu'on vient d'appeler maintenant le printemps arabe. Même si le printemps s'est un peu passé. Voilà. L'automne s'approche. Après ça vient l'hiver. L'hiver, oui, mais... C'est peut-être pas tellement bien trouvé, cette expression météorologique de ce son de l'année, non? Ben, on aura le temps de la discuter. Oui. Voilà. Ensuite, il y a eu le tsunami hein, au Japon, hein, et puis l'accident de Fukushima. Mm-hmm. Il y a eu l'événement de Osama Bin Laden. Tout ça, j'aimerais tous ces points-là, j'aimerais les aborder avec vous, mais j'aimerais commencer peut-être par parler des 2 livres qui paraissent dans la série donc d'une dizaine de livres. Merci beaucoup. Alors les 2 derniers numéros, c'est A Theory of Conflict, une théorie du conflit, c'est le numéro 7 de la série. Et A Theory of Development, une théorie du développement, qui est le numéro 8. Le numéro 9, c'est une théorie de civilisation. Et numéro 10, une théorie sur la paix. Exactement. C'est justement la question que je voulais vous poser. Et voilà. Vous avez consacré les 4 derniers livres de la série, une théorie du conflit, une théorie du développement, une théorie de la civilisation et une théorie de la paix. Alors, moi, j'ai 2 questions très courtes. Pourquoi ces thèmes? Pourquoi ces 4 théories? Et la deuxième question concerne la théorie du conflit et la théorie de la paix. Est-ce que vous n'avez pas pu élaborer une seule théorie qui parle du conflit et de la paix? Alors, je peux donner comme réponse que dans ma manière de penser, il y a 3 types de violence. C'est la violence directe, la violence structurelle et la violence culturelle. Où il y a la violence directe, ma thèse très simple est qu'il y a toujours au-dessous, mais il faut chercher un tout petit peu, un conflit qui n'a pas trouvé sa solution. Et alors, une partie de la théorie de la paix est la résolution du conflit. Mais la paix est beaucoup plus générale. Il y a aussi la résolution de la violence structurelle. Et pour moi, ça, c'est le développement. Il y a aussi la résolution des conflits culturels, ou de la violence culturelle. Ici, entre les civilisations, parce que chaque civilisation porte des éléments de paix culturelle et des éléments de la violence culturelle. Et la paix, c'est la somme de tout ça, mais en plus, c'est quelque chose de positif, qui n'est pas seulement la négation des violences directes, la négation des violences structurelles, la négation des violences culturelles, mais bâtir, construire des relations positives, des relations de l'amour, de coopération et surtout d'égalité. C'est-à-dire que le conflit, c'est seulement, dans cette construction, un tiers. Et dans ce tiers, c'est seulement la chose négative. Comment est-ce qu'on peut résolver un conflit? Et, en le faisant, éviter que ça va aboutir en violence. Et je trouve ça absolument indispensable. Mais c'est seulement une partie de la théorie de la paix. Alors, il faut avoir les 4 livres. Donc, cette mode de pensée. Absolument. Donc, la théorie du conflit, elle traite de la violence directe. C'est la négation de violence directe. Ouais. Et 7 livres, c'est sûr comment est-ce qu'on peut faire ça. Ouais. Avec la médiation, avec la solution de conflit. D'accord. Mais la solution de conflit, ça peut avoir comme conséquence seulement une coexistence passive
Tu es là, moi je suis ici, il n'y a aucun problème parce qu'on ne se touche pas, il n'y a rien qui passe. Ça, ce n'est pas la paix. La paix, c'est beaucoup plus positive. La paix a le côté, n'est-ce pas, de faire disparaître les violences, résolvant les problèmes, mais en même temps construire quelque chose. Un bon mariage, ce n'est pas seulement l'absence de querelle. C'est aussi de faire quelque chose en commun, c'est l'amour. C'est peut-être, dans bien beaucoup de mariages, une certaine fusion de personnalités dans une super personnalité. C'est ce qu'on peut voir que après être marié à 40, 50 ans, les deux se semblent l'un à l'autre. Parce qu'il y a le même geste, le même mimique, le même sens d'humour, etc. Dans votre approche, vous distinguez clairement entre conflit et violence. Voilà. Et pour vous, le conflit en soi n'est pas quelque chose de négatif. C'est quand il se transforme en conflit violent que ça devient négatif. Ça, c'est négatif. Il y a une école qui s'oppose à cette approche en disant considérer le conflit, même un conflit non violent, comme quelque chose de positif. Ça, c'est une vision un peu de l'intelligentsia gauchiste, occidentale, et que un conflit, c'est négatif, quel que soit le degré de violence. Que pensez-vous de ce reproche? Ce n'est pas nécessairement gauchiste. C'est aussi une position très, on peut dire, bouddhiste, par exemple, que quand il y a un conflit, il y a un défi. Fais quelque chose. Sois créatif, créateur, fais quelque chose. Et alors, c'est ce que nous appelons la transcendance, c'est-à-dire aller au-delà, trouver de nouvelles horizons, une nouvelle réalité. Par exemple, dans le mariage, où il y a beaucoup de querelles, ce n'est pas seulement de discipliner les deux afin qu'ils ne participent pas aux querelles, mais c'est aussi introduire un nouveau projet, une nouvelle manière de coopérer, d'exprimer ce qu'il y a d'amour et coopération. Et ça, c'est la chose positive. Dans un conflit, il y a le défi, il y a la contradiction, et comme disent les Chinois, dans la contradiction, il y a toujours deux côtés, le danger et la possibilité. Opportunity. Danger and opportunity. Très bien. Je trouve ça excellent. Et alors, la gauche a sa manière de penser sur ça. Mais je crois que c'est la même chose à la droite. Par exemple, dans le concours du marché, il y a toujours le problème, peut-être, on va perdre. Alors, ça c'est la fin de mon entreprise. Mais peut-être je peux aussi prendre ce défi comme un défi. Et avec innovation et un esprit créateur, je peux faire quelque chose de nouvel. Alors, ça c'est exactement l'idée. Et il y a diverses interprétations. Très bien. Alors, on aura certainement l'occasion de discuter plus en détail ces deux ouvrages, Théorie du conflit, Théorie du développement, qui sont passionnants, très riches, très instructifs. Merci, très gentil de dire, parce que dans la théorie du développement, je dis qu'il y a 6 théories de développement maintenant. C'est le développement occidental que nous connaissons avec le néolibéralisme, démocratie, droits humains, etc. Bon, ça c'est quelque chose. C'est la théorie marxiste, les besoins fondamentaux humains. Et quelque chose avec le rôle d'État qui n'est pas nécessairement tellement important. Et alors la théorie bouddhiste, la théorie islamique, la théorie japonaise, la théorie chinoise. Nous avons 6. Nous sommes riches. Et le livre est un propaganda pour la richesse du développement. Non, les comparaisons qui sont faites, elles sont très instructives. Mais je vous promets, on reviendra à ces deux livres une autre fois. Oui. Passons maintenant, si vous voulez, de la théorie à la pratique.
Et la pratique, c'est dans le monde arabe. C'est dans le monde arabe. Il y a eu des Voilà. bouleversements dans le monde arabe depuis Et la voilà. fin de l'année 2010, début de l'année 2011. Comment vous avez vécu ces développements et quelle est votre appréciation de ce qui se passe en général, avant de parler de chaque pays à part? Je n'étais pas surpris du tout. La seule chose qui était un peu surpris est que ça tardait tellement. Parce que nous avons l'autocratie dans le monde arabe et un type d'autocratie, nettement, et pas les émirs, les cheikhs, les rois. Ça c'est bien connu, mais nous avons aussi les dictateurs séculaires. De type Ben Ali, de type Kadhafi, de type Bouteflika, de type Moubarak. Et alors, nous parlons de 22 pays, et je crois que peut-être le pays qui a fait quelques pas avant dans la démocratie très important, c'est la Palestine. La Palestine, mais j'aimerais aussi dire quelque chose de très positif sur la Tunisie. C'est ce qu'a fait Bourguiba dans les premières années, à partir de 1956, la libération. Avec le décret de liberté et égalité dans le sens de école obligatoire pour les jeunes filles, pour les garçons. Et aussi l'égalité, la parité entre femmes et hommes. Moi, j'étais l'année dernière, l'année dernière, en 2010, à Tunisie, il y avait des femmes partout. Très impressionnant. Très impressionnant. Et ce n'est pas le cadre, ce qu'on peut voir en général. Alors, il y a beaucoup de choses. Mais, autocratie, kleptocratie, prendre la monnaie, prendre l'argent, où on le trouve. Alors, c'est-à-dire que le pouvoir est ce qu'il y a de richesse, au-dessus. Et reste au-dessus, il n'y a presque aucune distribution. Ça, ce sont deux facteurs. Pourquoi est-ce que nous avons les deux? Alors, une réponse partielle est pour les deux impérialismes, les États-Unis et d'Israël. Parce que le mode pour dominer les pays, naturellement, le mode impérialiste est très connu. C'est bâtir, construire une petite élite avec beaucoup de pouvoir, avec beaucoup de monnaie. Et s'ils font quelque chose qui est relativement contre les droits humains, etc., on tourne le dos et on dit seulement que faites-le, mais le plus vite possible, et si vous restez nos amis, nos alliés, ça va bien. Ça, c'est l'histoire d'Algérie, par exemple. Exactement ça. Nous parlons maintenant, concrètement, pas seulement des États-Unis et la France, mais aussi d'Angleterre, du Royaume-Uni. Très concret. Mais en disant ça, je n'ai pas dit que les Arabes ne sont pas capables de faire l'autocratie et la corruption eux-mêmes, sans l'assistance des États-Unis et Israël. Je n'ai pas dit ça. Mais je peux aussi dire que s'ils ne le fassent pas, et Israël et les États-Unis ne sont pas contents avec les pays, il y avait l'intervention secrète, il y a CIA, il y a tous les groupes possibles qui sont faisant leur truc. Et alors c'est presque impossible pour un État d'éviter d'avoir une police secrète quand vous avez des forces comme ça dans le pays. Ça, nous sommes en Syrie, Iran, mais en disant ça, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas coupables de le faire eux-mêmes. Bon, nous sommes maintenant autocratie, kleptocratie, les impérialismes. Deux facteurs plus. La révolution des jeunes, la révolution des femmes. La révolution des jeunes, nous connaissons très bien, ça a commencé, à mon avis, pas du tout à Paris, ça a commencé en Amérique latine, Argentine, 1963. Et c'était lié à beaucoup d'étudiants sans emploi, c'était un facteur. Mais c'est lié aussi le facteur d'être bien éduqué et avoir absolument rien. On se sent déséquilibré. Et on est dominé par les gens qui ont beaucoup de pouvoir et qui ne savent rien. Parce que tout ce qu'ils ont, c'est exactement le pouvoir et l'argent.
Et ça, c'est l'histoire tragique de grand parti d'Amérique latine. La révolte des femmes. Ça est arrivé un peu plus tard, et surtout aux États-Unis. C'est la révolution des États-Unis, 70, 80, avec le backlash, avec les réactions. La révolution des femmes. La révolution féministe. Y compris les auteurs. Un Kate Millett, un Betty Friedan, etc. Très, très important. La révolution de, ce qu'on a appelé la révolution de 1776, etc. Il n'avait aucune révolution, c'était seulement pour continuer la domination sans payer à Londres. Ça, ce n'est pas exactement une révolution. C'est la continuation de la même chose, mais on est maître là, à Washington, les Américains même. Alors, laissons ça à côté. Il y a 5 facteurs. C'est impossible de croire qu'un jour, on n'aurait pas eu la révolte. Et on a eu la révolte. Et les 5 facteurs sont exactement les mêmes dans le continent africain. On aura exactement la même chose en Afrique. Ça va venir. Mais pas seulement là. Nous l'avons déjà eu en Amérique latine. En Amérique latine, on fait beaucoup de choses maintenant. Ils sont plus avant. Et bien sûr, dans les pays de l'Asie du Sud-Est, on a fait beaucoup de choses. Où l'autocratie est plus cachée, la kleptocratie aussi est plus cachée. Il y a beaucoup de distribution parce que la norme bouddhiste est la distribution. Il y a beaucoup de bouddhisme là-bas. La norme d'islam, c'est aussi la distribution dans le sens de zakat. Mais ce n'est pas structurel, c'est plutôt la volonté, n'est-ce pas, de suivre cette colonne principale de l'islam. Ce n'est pas structurel dans le sens de l'Asie du Sud-Est. Pour revenir aux événements d'Afrique du Nord, si on prend les 2 cas, je dirais les plus simples, Tunisie et l'Égypte, est-ce que vous qualifierez ce qui s'est passé là-bas de révolution? Pour vous, est-ce que ça... Moi, j'aimerais utiliser le mot révolte. Il y avait quelque chose très, très, très soudain. Il y avait un changement. Et s'il y a un changement principal de la société, ça reste à voir. Mais il y avait les jeunes, il y avait les femmes, il y avait l'autocratie, il y avait la kleptocratie. Et il y avait, surtout en Égypte, les 2 impérialismes, Israéli et États-Unis. C'est-à-dire, il y avait tous les facteurs. Les ingrédients. Les ingrédients étaient là. Les compositons étaient là, étaient présents. En Tunisie aussi, les impérialismes peut-être un peu plus discrets. Parce que Tunisie n'était pas tellement importante. Mais la Libye est tout à fait différente. Avant d'aller à la Libye, Tunisie, Égypte, quel est votre pronostic? Est-ce que, donc, pour vous, c'est pas encore clair? Est-ce qu'il y aura vraiment un changement réel, et qu'on pourra parler de révolution? Mais comment voyez-vous l'évolution des choses? On travaille sur la Constitution en Tunisie. Et on fait la même chose en Égypte. Pour moi, ça c'est un peu trop formel. Bien sûr, il faut avoir une Constitution démocratique. Mais il faut avoir les faits. Et j'aimerais voir la distribution économique. Les nouvelles entreprises, où il y a beaucoup plus de communication entre les dirigeants, les ouvriers, les coopératives agricoles, par exemple, comme forme normale, etc. Pas comme la seule forme, parce qu'il y a beaucoup plus qu'une réponse aux problèmes économiques. Il y a bien de réponses. Mais alors, j'aimerais voir plus fait et un peu moins l'exercice parlementaire, constitutionnel, des comités, des avocats, etc. Est-ce que vous voyez un risque de contre-révolution dans... Oui, bien sûr. Mais je crois que ça dépend beaucoup de l'importance. Ça dépend beaucoup des États-Unis et d'Israël. C'est pour l'Israël la chose plus importante, et ils ont dit ça immédiatement. Est-ce que vous allez respecter les traités que vous avez faits avec nous? Sans aucun mot perdu de félicitations pour la démocratie, etc. Israël s'aime toujours faisant la propagande que nous sommes la seule démocratie, etc.
qui n'est pas vrai du tout, mais alors laissons ça à côté. Bon, et on dit ça. États-Unis paient, disons, 1,5 millions de dollars chaque année aux forces militaires en Égypte. Mais ça, c'est les forces militaires en haut, ce n'est pas les soldats en général. Ce sont les pauvres gens, les pauvres félachines avec le recrutement, le service obligatoire. Bon, est-ce qu'ils osent, ou est-ce qu'ils aimeront faire quelque chose qui leur font perdre cette petite corruption? 1,5 millions de dollars. Alors, c'est déjà dans la structure qu'il y a des forces qui sont très difficiles à manœuvrer bien. Mais en même temps, il faut admettre, et puis moi c'était une petite surprise, on a ouvert un peu Gaza. C'est seulement pour les femmes, et pour les plus jeunes, les plus âgés, pas pour les hommes entre 18 ou 45 ou quelque chose comme ça, seulement pour les personnes, pas pour le matériel, etc. Mais c'est quelque chose, et quelque chose d'important quand même. C'est-à-dire que je ne sais pas, mais j'espère bien sûr, et je crois que c'est une très bonne idée, d'avoir une démonstration permanente à Tahrir, un type de observateur, une petite million d'observateurs, ça c'est déjà quelque chose. Et ça c'est quelque chose de nouvel. Et Tunisie, il n'y a pas beaucoup de ça. C'est à huis clos, ce sont les débats sur la Constitution, etc. Un peu la vieille forme. C'est peut-être, je crois, beaucoup plus en Égypte qu'en Tunisie. Donc il y a plus d'espoir que la place de Tahrir soit la gardienne. Et voilà, il faut que ça continue. Ouais. Il faut que ça continue, il faut que le nouveau gouvernement, où il y a beaucoup de militaires, bien sûr, sache que le peuple est là. Les observe. Exactement. Pour suivre votre raisonnement de tout à l'heure, je suppose que vous serez d'accord que dans ces pays, en Égypte et en Tunisie, les gens aussi, surtout ceux qui représentent l'ancien régime, ont aussi les compétences de faire une contre-révolution sans l'assistance des États-Unis et d'Israël. Donc il y a un risque interne de contre-révolution aussi. Mais bien sûr. Mais bien sûr, je crois qu'ils font quelque chose dans cette direction chaque jour. Alors ça c'est le principe, n'est-ce pas, des actions et réactions. Le principe taoïste, si tu pousses dans une direction, il y a des forces contre. Et alors, il faut manœuvrer bien, il faut prédire bien. Et ici entre exactement la non-violence de Gandhi. La non-violence de Gandhi qui dit il faut de faire de ton adversaire ton ami. Il faut lui convaincre. Il faut lui convertir. Pas avec la coercition, pas avec le pouvoir de non-violence. Les menaces, seulement en faisant la vie pour lui le plus désagréable possible. Il faut qu'il comprenne. Et je suis tout à fait persuadé que dans les anciennes élites, ou les anciens dirigeants de Tunisie et Égypte, il y avait beaucoup de gens qui auraient pu faire ça s'il y avait une invitation de le faire. C'est votre vision de la période de transition, donc c'est comme ça qu'on devrait approcher les anciens régimes. Avec dialogue, avec une invitation de participer. En se disant très clairement, nous sommes pas d'accord du tout de ça et ça et ça et ça. La police secrète, la torture, les expéditions pendant la nuit pour prendre les gens, etc. La suspension des droits de l'homme. Ça, il faut changer. Mais comment arriver à un équilibre entre cet impératif d'intégrer tout le monde, y compris les gens qui collaboraient dans l'ancien régime, et l'impératif de justice que la population demande à ce que les gens qui ont commis des crimes soient jugés, soient dénoncés, etc. C'est pas une chose facile
C'était la question qu'on a fait toujours à Gandhi. Et Gandhi a dit, quant aux Anglais, après l'indépendance, nous aimerons avoir ici à l'Inde un numéro encore plus élevé d'Anglais. Les Anglais sont magnifiques, mais pas le colonialisme. Alors nous sommes tout à fait contre le colonialisme. Le colonialisme est mort. On ne va pas participer à ça. Mais ce n'est pas contre vous. Alors, il a fait la distinction entre le problème des issues, la contradiction, le conflit, à un côté, et à l'autre côté, l'adversaire. Vous pouvez le dire dans le mot de Gandhi, presque, la distinction entre l'antagoniste et l'antagonisme. Mais ça, c'est une distinction importante. Et la non-violence qu'on a eue en Tunisie et en Égypte n'a pas fait ça. Oh, pas beaucoup, pas suffisamment. Il n'y avait pas la recherche d'un Gandhi dans l'adversaire pour trouver l'homme avec qui tu peux coopérer. Écoutez, si on se place, on reste dans la place Tahrir, en Égypte. Vous avez des gens qui ont vécu toute cette période de dictature que vous avez bien décrite tout à l'heure, donc dictature, corruption, etc., et qui ont souffert de l'ancien régime, qui ont été victimes ou qui ont eu des victimes dans leur famille, dans leur entourage. Et vous avez de l'autre côté une partie de la population qui était qui collaborait activement, pas seulement passivement, dans ce régime, soit dans le parti qui dirigeait. Comment si on vous donnait 3 minutes pour parler aux jeunes dans la place Tahrir, pour leur dire, pour leur donner conseil, comment vous arriverez à les convaincre de laisser tomber leur quête de justice et leur dire, voilà, laissez ces gens-là qui sont la cause de tous ces problèmes dans le passé, laissez-les tranquilles et essayez de les convertir en amis. En soulignant les bonnes choses que l'autre côté a fait. Il y a toujours quelque chose. Ils vous diront, on n'a jamais vu de bonnes choses. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune personnalité humaine qui est 100% mauvais. Il y a toujours quelque chose. Par exemple, il est travailleur. Il a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de gens dits mauvais qui ont beaucoup d'énergie. On peut dire, j'aime votre énergie, mais pas la direction. Vous avez mis votre énergie à la disposition aux buts qui ne sont pas acceptables. J'aime votre énergie. On a besoin de votre énergie, votre talent. Vous savez beaucoup de choses. Et voilà. Les invités, on peut parler de cette langue. Ça, c'est la langue de Gandhi. Exactement ça. Moi, je crois beaucoup plus en ça. Mais on si vous ne le fassiez pas, on peut diviser la population en deux. Ouais. Alors, on va gagner dans le sens que maintenant, il y a des années pour nous. Et vous? Peut-être le leader en Arabie Saoudite, qui est toujours l'atelier, le storage pour les gens comme ça. Bon, mais les autres vont préparer le retour. Et vous savez, une pendule au lieu d'une coopération. Non, je crois qu'il faut reconnaître le talent dans les autres. Mais peut-être après un processus comme la commission de vérité en Afrique du Sud, après que les gens, qu'on ait su la vérité sur ce qui s'est passé, que les victimes aient cette possibilité de... Exactement. Voilà. Il faut le convaincre. Il faut le convaincre avec les faits. Je peux prendre beaucoup d'exemples. Je peux dire seulement une petite chose. Dans la Pologne, Gdansk, 1980, le mois de septembre, Wałęsa a gagné énormément. Il y a un enthousiasme. Et il a dit dans un discours, j'étais là personnellement parce que je suis venu lire avec une invitation pour aller en Norvège et donner un discours. J'étais là, plus ou moins à son côté. Où il a dit, il y a 30 000 membres du comité du Parti communiste qui nous règnent. Qu'est-ce que nous faisons avec eux? Il n'y a qu'une méthode, le tribunal, la justice. 30 000 dans la justice. Et bien sûr, dans le peuple là, dans la population, beaucoup d'applaudissements.
Qu'est-ce qu'ils ont fait, les 30 000? C'est relativement évident que ça, ce n'était pas exactement l'invitation pour coopérer. On s'est défendu. On a mobilisé les contre-forces. On a fait le coup militaire. Jaruzelski et tout ça. C'était exactement le mauvais discours. Le discours faux. L'Occident est enthousiaste parce qu'ils sont anticommunistes. Tout à fait enthousiastes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les communistes? Alors, emploi pour chacun, une certaine distribution économique à un niveau faible, à un niveau paresseux, pas exactement au niveau plus brillant possible, mais on a fait quelque chose. Alors, il faut reconnaître ça et demander, est-ce que nous pouvons avoir un dialogue? Comment sauver les bonnes choses que vous avez faites et mettre les choses dans l'avenir? Non, Ben Ali en Tunisie n'était pas mauvais organisateur de la vie économique de Tunisie. Ce qu'il a pris pour sa famille est tout à fait inacceptable. Ben Ali, foutu, Ben Ali s'en est allé, l'économie tombe. Il y a quelque chose là. Bon, peut-être on aurait pu aussi ça. On peut trouver d'autres facteurs qui sont... Alors, si quelqu'un dit, non, je ne changerai jamais. Alors, on peut dire que je crois, mon ami, que ce pays que nous aimerons construire n'est pas fait pour vous. Et nous vous désirons un bon séjour dans un autre pays. Et si vous changerez votre pensée, vous serez toujours bienvenu. Un peu plus de cette mentalité. Et ça prend moins que 3 minutes de le dire. Parce que tu m'as donné seulement 3 minutes. Oui, parce qu'on n'a pas le temps et on doit faire pas les 22 pays, mais on va sauter aux cas les plus difficiles, c'est-à-dire la Libye et la Syrie. Et voilà. Mais c'est la différence entre non-violence de Gandhi et ce qu'on a appelé non-violence là. Vous parlez de maintenant, oui, non, c'est seulement pour souligner ce que je viens de faire. Oui. Nous avons 22 pays. Ça va toucher 22 pays. Ça va toucher éventuellement Algérie. Mais en Algérie, nous avons un problème. Ce n'est pas seulement que les Américains, les Français, les Anglais, et je suis persuadé les Israéliens aussi, ont soutenu un groupe de l'autarchie, peut-être de kleptocratie aussi. Ce n'est pas seulement ça. Mais les 4 États que je viens de mentionner sont là, dans le milieu du pays. Ont occupé un grand territoire pour la base, pour la production de pétrole, etc. Ça, c'est dangereux et c'est difficile. Et c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un dialogue politique non violent avec Bouteflika, mais avec les 4 pays. Si on aimerait pratiquer la non-violence pour l'Algérie, il faut le faire aussi à Washington, à Paris, à Londres, à Tel Aviv. Et pas seulement en Alger. C'est difficile. Et c'est tragique, parce que nous vivons maintenant en Algérie qui a perdu un quart de million. Un quart de million après 1990. C'est absolument affreux. Et les élites occidentales ont dit fait absolument rien parce que c'était leur jeu. Vous faites ce que vous voulez, mais il faut le faire discrètement. Ce n'est pas fait tellement discrètement et pas vite. Et alors, les élites sont troublées, mais ils gagnent beaucoup. Alors, c'est beaucoup plus compliqué. C'est exactement la formule que je viens d'indiquer, moi, des 5 facteurs. Alors, vous croyez que donc ce printemps qui porte peut-être même son nom va se prolonger et va couvrir tous les pays, y compris les pays où on voit, comme l'Algérie, que certains ont qualifié comme étant l'hiver du printemps arabe? Vous êtes optimiste que ça va arriver là aussi? Oui, mais moi je le vois beaucoup plus comme une onde mondiale. Et on peut discuter où est-ce que ça a commencé. Parce qu'il y a 2 ondes ici. Il y a un défi contre l'Occident et colonialisme, impérialisme au niveau international, au niveau global. Il y a un défi local
nationale contre l'autocratie et kleptocratie. Et les deux sont liés, sans doute. Non, le défi numéro 1 a commencé avec le Japon. Le Japon était le premier pays de dire à l'Occident, nous pouvons aussi produire les trucs que vous produisez. C'est tout à fait possible. Ce n'est pas indispensable d'avoir un capital, partiellement juif, partiellement d'Istanbul, vers Londres, et après ça Wall Street, New York. Nous pouvons aussi accumuler des capitaux. Et la recette peut le faire. Et le Japon l'a fait, et la méthode japonaise, avec une théorie économique différente de la théorie occidentale, a eu énormément de succès, maintenant a touché la Chine. C'est la méthode japonaise, ce qu'on peut voir. Et quand les Chinois parlent de capicommunisme, le mélange de capitalisme et communisme, cette mélange de distribution et croissance, c'était exactement la clé pour le Japon et cet économiste Akamatsu Kaname. Un génie. Un génie, il a coopéré avec les militaires japonais, absolument oui. Mais alors, un génie économiste. Tellement bon comme économiste qu'il est inconnu à l'Occident. C'est presque un critère de sa qualité. Oui. Revenons à la Libye et à la Syrie, parce que c'est deux cas qui divisent l'opinion. Vraiment, là, on voit vraiment les avis se partagent entre certains qui soutiennent ce qui se passe et d'autres qui sont farouchement contre. Comment vous voyez ce qui se passe en Libye, pour commencer? En Libye? Oui. Je crois que la Libye est différente parce que Gaddafi est différent. Différent de quoi? De Tunisie et de Ben Ali et Moubarak. D'accord. Moubarak. Et on a compris très peu quand on a pu penser qu'il va tomber comme ça. Alors, il faut comprendre ce que Gaddafi a fait. C'est le coup de septembre 69. C'était la continuation du coup de Nasser, de Naguib Ben Nasser. Nasser est mort, il a fait des erreurs. L'attaque à Israël était idiote. Absolument idiote, la manière qu'il a fait ça. Et il a sous-estimé complètement le génie militaire israélien qui existe. Je ne suis pas de ce côté, mais il faut l'admettre que ça existe. Bon, il a aussi mis au dehors un roi, King Idriss. Et alors, c'était un roi du clan Sanusi de Benghazi, et soutenu par les Italiens, bien sûr. Il a éliminé de bases militaires américaines, et il a construit des maisons pour les pauvres de Libye. Il a ouvert l'agriculture avec de l'eau. Il y a le souterrain, n'est-ce pas, aussi dans le Sahara. Il a essayé, sans aucun succès, de faire une ligue arabe comme une alliance militaire. Il a tourné, il a évoqué son autre identité, qui est une identité africaine. Et alors, vers le sud, il a coopéré avec Mandela, avec le leader de Tanzanie, de Nigeria, pour l'unité africaine, pour l'Union africaine. Tout ça, comme de point de vue du monde occidental, est un cauchemar total. C'est-à-dire qu'on a utilisé les dernières années de M. Gaddafi, où il me semble qu'il est devenu plus ou moins fou, un cas psychopathologique. Le mot de parler est tout ça. Et tout ça est brutal, autocrate, tout ça. Ils ont raison, mais c'est seulement qu'il a vécu beaucoup plus long. Et ce qu'il a fait est dans la mémoire d'énormément de Libyens. C'est-à-dire, il est un cas yin-yang, le côté mauvais de dictateur, d'autocrate, le côté bon de sauveur de Libye, qui a donné naissance à Libye. Alors, la colonisation
d'Italie était déjà terminé, je crois, en 1951. Et le coup est arrivé 18 ans après. Mais dans cette période, il y avait le néocolonialisme des Nkrumah, totalement. Avec Kadhafi, nous avons vécu beaucoup d'époques. Et ce sont des époques yin-yang. Alors, ça dépend. Si vous êtes de Benghazi, de l'autre clan, tu vois peut-être seulement le côté bon. Si vous venez et vous êtes noir, de Libye du Sud, peut-être vous voyez seulement le côté bon. Si vous êtes à Tripoli, peut-être vous voyez tous les deux. Mais tu ne vas pas capituler immédiatement. Et Kadhafi a raison, il n'a pas raison quand il a dit que tous m'aiment. Absolument pas du tout. Mais il y a beaucoup qui le font. Alors, nous sommes maintenant la guerre civile. Et c'est une guerre interclan. C'est-à-dire que compliquée. Quand ça a éclaté, moi, ma prédiction dans la télévision de quelques pays était, ça va durer, disons, 20 ans. 20 ans. Peut-être un peu tuer Kadhafi. Après ça, vient la guerre pour sauver le Kadhafi qui était auparavant. Et peut-être c'est plus facile quand le Kadhafi d'aujourd'hui ne vit plus. Peut-être aussi. Alors, ça va durer beaucoup de temps. Et après ça, on va installer des traiteurs, des anti-Kadhafiens, etc. On va appeler ça démocratie et tout ça. Et après ça va venir la lutte contre ce système-là, ce qu'on dit en norvégien, Quisling, des traiteurs. Mais ça n'a pas duré beaucoup de temps. Traiteurs ce qu'on a fait, par exemple, oui. De qui? Libye, comme Libye. Alors, quand on fait des contrats avec des pétroliers des autres pays, au lieu d'avoir une compagnie libyenne, quand on invite les bases, quand on ouvre des bases aussi pour les Américains, c'est ce qu'ils aiment, etc. Quand on fait la coopération avec les forces plus réactionnaires du monde qui existent. Bon, il y avait beaucoup de gens qui aimeront avoir une Libye qui est la Libye. Et quand Kadhafi a annoncé l'année dernière, ou peut-être une année avant ça, qu'il aimerait voir la vente de pétrole en dinars d'or, ni dollars, ni euros. Intéressant. Sarkozy est sorti, il a dit que Kadhafi est un ennemi de la race humaine, parce que ça va empêcher la globalisation qui est indispensable pour l'être humain. Je crois qu'à ce moment-là, on a pris la décision d'intervenir et de mobiliser le clan de Benghazi. Naturellement, CIA a fait ça. Déjà après 1980-81, cette groupe nationale pour sauver Libye, on a fait ça, et alors on est maintenant dans la guerre civile. Mais ça n'a pas commencé comme ça, comme une guerre civile. Ça a commencé, ça avait l'allure d'une révolte comme celle qu'on a vue en Tunisie et en Égypte. Comment elle s'est transformée? Tu sais, on a commencé pas avec la non-violence à Tripoli. Pas à Tripoli, à Benghazi, c'était des manifestations non violentes quand même. C'était la population qui... Il y avait quelque chose, mais ça a changé presque immédiatement. Et pourquoi? Parce qu'on avait des armes. On était préparés. Peut-être on avait des armes légères, mais on avait des armes. Ah non, c'était très clairement, presque du commencement, violent. Et on a très clairement déclaré absolument qu'un espoir pour Kadhafi, ou Kadhafi mort, ou vif, mais hors du pays. Et maintenant, naturellement, on a ajouté à ça dans les prisons de Hague. Quel aurait été le meilleur scénario en Libye quand il y a eu le début de cette révolte populaire? C'est qu'il continue de façon non violente, oui, sans appeler à l'aide extérieure, au risque d'avoir un massacre à Benghazi par Kadhafi? C'est ça l'argument du Conseil de transition. Nous connaissons l'argument. Oui. Nous connaissons l'argument. Nous connaissons aussi qu'il y a une certaine rhétorique arabique
qui est très élevé, de temps en temps très, très, très violent. Et alors je crois qu'il faut diminuer les mots de Kadhafi avec un facteur de 10, ou peut-être plus que ça. Oui, mais Et même aussi, ce qu'on dit, il y a beaucoup de qui disent ça, qui ont constaté ça empiriquement, quand ils regagnent Kadhafi, quelques villes, il n'y a pas de massacre. mais, les gens qui écoutent Kadhafi les traités de rats, vous pouvez diminuer d'un facteur 10, vous arrivez à la souris. Et vous êtes toujours dans le Je bestiaire. sais, parce qu'ils ont déjà multiplié avec un facteur 10. Et ce qu'elle a dit, Kadhafi, n'était pas seulement une bêtise, fascisme et tout ça, idiote, mais horrible. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est seulement que ce n'est pas, nous n'avons pas la preuve empirique qu'il a pratiqué ça. Sachez qu'Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères français, il a dit qu'il y a 15 000 civiliens morts. Et quand quelqu'un fait la demande, où sont eux? Où sont les corps? Il n'y a aucune réponse. Il n'y a aucune preuve de ça. Donc vous Mais je comptez... n'avais pas excusé Kadhafi. Ouais. J'ai dit mes choses sur Kadhafi. Mais tu as fait la question, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Oui. Moi, j'aurais dit la non-violence, la non-coopération avec le régime, mais en même temps disant à Kadhafi, ce que tu as fait dans les premières années, nous saluons. Nous sommes du côté du jeune Kadhafi. Il y avait des choses. On peut critiquer là aussi. Ça, c'est toujours dans les affaires humaines. Ils ne sont jamais tout à fait purs. Ça, c'est clair. Mais il n'y avait absolument aucun mot. On a fait l'image tout à fait noire. Et il n'y avait aucun point blanc. Ça, ce n'est pas humain. Et comment vous expliquez cette inefficacité, ou du moins ce qui semble être une lenteur du processus de l'action de la coalition et de l'OTAN en Libye? Premièrement, la faute de diagnose. Une diagnose tout à fait fausse. On a pensé que ça c'est Tunisie et Égypte. On a pensé ça. Et on n'a pas tiré la ligne entre non-violence et violence. Mais je crois aussi que c'est très important de comprendre, puisque c'était déjà préparé. Il avait déjà pris la décision qu'il faut faire tomber Kadhafi. Il faut faire libérer, il faut avoir une Libye beaucoup plus occidentale dans notre direction. C'est-à-dire, on a utilisé les gens de Benghazi. Et les Benghazi ont utilisé l'OTAN dans un type de coopération. Et dans tout ça, il y avait une sous-estimation totale de la capacité de force pro-Kadhafi. Qu'il y a propagande de deux côtés, ça c'est évident. Ça, toujours dans la guerre. Mais une sous-estimation totale. Moi, je connais un tout petit peu les pays, et il y a la différence. Il y a pas seulement l'axe oriental-occidental, parce que ça c'est le chemin. Mais il y a aussi l'axe nord-sud, qui est beaucoup moins connu. Parce qu'on est là dans le Sahara, les Bédouins, les Noirs, etc. Et c'est beaucoup plus africain dans ce sens. Et c'est compliqué, mais mon expérience est plus au sud, plus pour Kadhafi. Et que le clan de Sanusi n'a aucune force là. Mais il faut aussi mentionner qu'il y a des islamistes, salafis. Et les islamistes sont importants là. Et dans mon interprétation, ils sont contre Benghazi et contre Tripoli, pour être séculaire. C'est-à-dire que nous avons dans le pays pas un bilatéralisme, mais au moins un trilatéralisme. Et quand Kadhafi a dit qu'il est contre Al-Qaïda, ça c'est propagande, mais il y a un élément dedans. Parce qu'il a essayé de convaincre l'Occident qu'à l'autre côté, il y a seulement Al-Qaïda, qui n'est pas vrai du tout. Mais s'il aurait dit que c'est un clan, ça aurait été beaucoup plus vrai, mais ça s'applique aussi à lui. Son clan, de certes. Est-ce qu'une médiation est toujours possible en Libye? Je crois que oui. Je crois que oui. Je crois que l'Union européenne et l'Union africaine ont fait un bon travail. Alors, ce qu'ils ont dit, c'est plus ou moins la chose suivante,
qui est exactement la même chose que nous avons dit dans notre organisation non gouvernementale Transcend de médiation. Et Kadhafi va renoncer à sa position, mais il peut continuer sa vie en Libye avec une position beaucoup plus réduite. Il faut changer vers une démocratie, qui n'est pas facile. Et que ce processus n'est pas dans les mains de Benghazi, mais dans l'Union africaine et des autres autorités internationales. Ça me semble une bonne idée. Quelques mots brièvement concernant le cas syrien. Comment vous voyez les choses là-bas? Moi, j'ai difficulté à comprendre qui sont dans l'opposition. Alors, il y avait la brutalité immense de père l'Assad contre the Muslim Brotherhood. Une brutalité immense. Et de tout ce que j'ai pu comprendre, l'opposition est plutôt dans ce côté, et peut-être le côté de Hamas, Hezbollah, que dans le côté libéral occidental. Et ça explique partiellement pourquoi est-ce qu'il y a ce type d'hésitation de l'Occident. Et parce que peut-être ils sont contre l'un et l'autre. Et ça, c'est toujours un peu difficile de savoir que faire. Et je ne sais pas. Bien sûr, j'espère qu'on peut sortir de cette violence, avoir un accord, mais ça ne semble pas être facile. Et je crois que le seul pays qui a pu faire quelque chose de positif est la Turquie. Et alors que les négociations entre Syrie et Turquie pourront être importantes. Parce que ce que l'a montré la Turquie est qu'il est possible de combiner l'islam avec une démocratie et un régime parlementaire. On pourrait faire la même chose en Syrie. En Syrie, peut-être éliminer ces différences immenses. Il y a un côté islam, et il y a l'autre côté qui ne dit pas démocratie, mais qui dit, par exemple, le sécularisme, mais dans un pays compliqué, il faut avoir l'autocratie, etc., qui est tout à fait inacceptable. Très bien. Je vous propose de passer le temps qui nous reste à parler de non-violence. On a évoqué ce terme plusieurs fois. L'un des problèmes auxquels font face des mouvements de changement politique non violent, c'est une critique que leur font leurs opposants en les associant avec certaines personnalités ou certaines organisations occidentales, notamment Gene Sharp, Otpor, the Albert Einstein Institution, Harvard. On a vu ça récemment dans le cadre de ce qui se passe dans le monde arabe. En Égypte, on a dit que les jeunes étaient formés par Otpor. Le mouvement Rachad a été critiqué ouvertement par certains. Et Rachad, le mouvement algérien. Le mouvement algérien, Rachad, de changement politique radical, non violent. Voilà. Il a été attaqué en disant, voilà, Rachad, il travaille pour les Américains. Et la preuve, c'est que il a des slogans qu'on peut retrouver dans ce qu'a dit Gene Sharp ou des slogans d'Otpor, etc. Et ça, c'est des étiquettes qu'on colle à des mouvements dès qu'ils commencent à parler de changement non violent. Cette presque identité maintenant entre non-violence, Gene Sharp, Otpor, comment on devrait y faire face ou la confronter? Bon, il y a beaucoup de vérité dans tout ce que tu as cité. Et moi, je suis au milieu de tout ça. En 1956, comme co-auteur d'un livre sur Gandhi avec Arne Næss, le philosophe en Norvège, j'ai découvert Gene Sharp dans son journal anglais pacifiste Peace News. Donc vous connaissez Gene Sharp personnellement? Ah oui, de 1956. D'accord. Je l'ai invité en Norvège.
et donné une bourse. Il a pu travailler. Et je crois que son livre sur la stratégie la politique de la lutte non violente, ou la stratégie non violente, qui est sorti dans 1970, est largement écrit en Norvège, où il y a 198 formes de lutte. Ces 18 formes de lutte c'est une élaboration d'une liste plus comprimée d'un certain Kripalani, un hindou, qui a fait un livre dans les années 30, et disant que ce sont les formes de lutte qui sont utilisées de Gandhi, de proteste, révolution, résolution, jusqu'à un gouvernement parallèle. Inspiré du combat de Gandhi. Exactement. Et il était très proche à Gandhi. En réalité, il a pu commencer avec Gandhi sur ça. Et M. Ness et moi-même, nous avons utilisé la liste de Kripalani comme une concrétisation. Mais qu'est-ce qu'il a dit Gandhi? Gandhi a dit toujours qu'il faut lutter contre l'injustice, la structure fausse, le colonialisme, l'impérialisme, l'exploitation, mais pas contre les personnalités qui sont les dirigeants de ça, qui sont les porteurs de ça, parce que ce sont des êtres humains. Et tu es dans moi et moi je suis en toi. C'est Ubuntu, l'esprit. Et je crois que Gandhi a partiellement appris ça pendant ses 20 ans en Afrique du Sud. Mais c'est aussi en même temps hindou. Ce n'est pas occidental parce que dans l'Occident, il y a cette frontière. Moi, je suis ici avec mon personnalité, tu es là. Moi, j'ai une âme personnelle, tu as une âme personnelle, etc. Il ne se touche pas. Il peut se comprendre, on peut ouvrir une fenêtre, mais ce n'est pas la même chose. Bon, dans tout ça, Otpor a fait une lutte contre Milosevic, qui était bien faite. Et Otpor, mouvement étudiantil, était découvert par l'ambassadeur des États-Unis. Et il a persuadé les leaders de ce mouvement de fonctionner comme trainers, comme professeurs pour le mouvement en Ukraine et Géorgie. Et après ça, c'est très clair qu'on a utilisé politiquement le State Department, le CIA, etc., les étudiants d'Otpor qui, en faisant ça, ont gagné bien beaucoup d'argent. Et aussi, on utilisait leurs capacités, leurs expériences. Gene Sharp entre là avec sa liste de 198, où l'esprit de Gandhi a disparu complètement. Et c'est une liste de comment faire la vie désagréable pour les gens là-haut, dans une autocratie. Et ça peut fonctionner. Mais ça peut fonctionner pas à long terme, parce que l'idée de Gandhi est de convaincre les hommes et les femmes là-haut et de changer leur vie et se joindre avec l'opposition, qui n'est pas facile. Nous avons discuté déjà un tout petit peu de ça, n'est-ce pas? Ça, on a raison, parce que Gene Sharp a coopéré beaucoup avec le Pentagone, avec le département de défense. Et on peut dire quelque chose de sympa à Gene Sharp, qu'il a fait son effort pour changer le Pentagone. Des méthodes militaires violentes à méthodes non violentes. Ça, ce n'est pas facile. Et je ne crois pas qu'on a eu succès. Je crois que Pentagone, ça c'était seulement une méthode en plus qui pourrait être utile dans quelques situations. Ce qui a le Albert Einstein Institute, c'est financé par la marine américaine. L'interlocuteur entre Gene Sharp et Harvard University était Samuel Huntington. La crise de civilisation, la lutte de civilisation. Et alors, pour lui, bien sûr, la non-violence était une méthode en plus. Mais il y a une non-violence de Gandhi qui, dans mon expérience, est beaucoup plus efficace, mais plus difficile. Parce que ça implique une certaine ambiguïté de rejeter la structure
du gouvernement militaire, par exemple, mais en même temps invitant aux militaires de nous joindre. Et on a fait ça en Égypte, mais pour les militaires, en général, pli en bas. Moi, j'étais en Égypte le 18 décembre l'année avant, 2010, et j'ai dit à un groupe c'était pour une conférence de professeurs, et j'étais invité, et j'ai dit que je ne serais pas étonné s'il y a une révolte dans ce pays, dans un délai très bref, parce que ce qui est ici est absolument, totalement inacceptable. Et les professeurs ont dit, mais c'est impossible, parce qu'il y a les militaires et la police secrète. Pas tout. Et moi, je dis, ça ne va pas surprendre qu'ils sont avec la révolte. Alors, c'est tombé comme ça. J'ai reçu quelques petits électroniques sur comment est-ce que tu as pu savoir ça. Oui, alors, j'ai un peu de sens de diagnose. Comment vous pouvez faire la promotion du concept de non-violence, ou changement politique par les méthodes non-violentes, alors que dans l'esprit des gens maintenant, il y a cette perception que c'est un concept qui est associé à l'impérialisme américain, au Pentagone, à la CIA, aux ambassadeurs des États-Unis. D'une certaine manière, ça a été corrompu par les gens qui l'ont adopté. Comme, et voilà. Comment vous... il y a beaucoup de vérité dans ça. Il faut faire la distinction entre la non-violence tout à fait négative. Il s'agit seulement de faire la vie désagréable pour les gens là-haut. Et la violence mixte, c'est-à-dire négative quant aux structures, antagonismes, les choses, les vrais problèmes, et positive, invitant les autres personnes de l'autre côté de participer de ça. Je crois qu'on aurait pu avoir beaucoup plus de succès. Les Indiens ont terminé par invitant les Britanniques de leur aider avec l'indépendance. Il y avait des trucs britanniques, il y avait des trucs à l'autre côté aussi, mais en général, ça tombait relativement bien. Et pas avec une énorme, immense guerre, un type de répétition de révolte de Sepoy en 1857, qui était affreux. C'était la punition. 50 000 tués, les Anglais après. Oui. Bon, il est clair que dans le contexte arabe, il faudrait prendre, il faut faire une validation de ce concept et puiser dans les ressources internes, parce que dans la tradition islamique arabe, on a assez de ressources pour faire la promotion des mêmes valeurs, donc de non-violence, sans recourir à Gene Sharp ou même à Gandhi, parce que même prendre comme référence ou comme référent Gandhi dans un milieu qui n'est pas hindou aussi, ça peut poser problème, comme vous comprenez. Il y a aussi une source, ça c'est Abdul Ghaffar Khan, Gandhi de frontière de ce qu'on appelle maintenant Pakistan, musulman, et un Gandhien, mais sans être Gandhi, un homme incroyable. Vous l'avez connu aussi? Je l'ai rencontré, oui. Il était à la fin de sa vie et très impressionnant, énormément impressionnant. Un homme qui a souffert plus au Pakistan que contre l'occupant, les anglais. Ouais, c'est vrai. Ce qui est triste. Il y a aussi une source de lumière qui est tout à fait musulmane. Mais il y a beaucoup dans la tradition. On peut dire le Hédira même est un acte de non-violence. De sortir. Le Hijra du prophète. Hijra. Ouais. 622. Ouais. Un autre mot de calculer. Alors, nous en allons. Nous avons encore quelques petites minutes, quelques mots brièvement. Bin Laden, le sort de Osama Bin Laden. Vous avez écrit un ou deux éditoriaux qui ont été diffusés très largement. Quel a été votre sentiment? C'est la exécution extrajudiciaire, ce qu'on a fait. C'est une phrase dans la propagande électorale de Obama
pour prolonger son régime présidentiel qui était tout à fait foutu, et alors de prolonger 108 4 ans plus. Et je ne crois pas que c'est la manière de le faire. Alors, moi, le problème principal, ce n'est pas le problème avec le gouvernement de Pakistan. Que Pakistan joue en double jeu, au triple jeu, au quadruple jeu, ça c'est tout à fait évident. Ça c'est dans la nature des choses. Quand l'ennemi principal est l'Inde, quand tu es musulman, qu'est-ce que tu fais en Afghanistan? C'est relativement clair aussi, quand la frontière entre Afghanistan et Pakistan n'existe pas. C'est un truc artificiel tout à fait des colonisateurs anglais. Alors, on fait ce qu'on peut faire. Ça, ce n'est pas le problème principal. Le problème principal, me semble, est exactement l'exécution extrajudiciaire. Il aurait été très, très simple de lui capter, qu'on aurait voulu ça. Et on a utilisé cette méthode de inoculation des enfants, etc., pour l'identification génétique, c'est tous les trucs de CIA. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Peut-être parce qu'on a crainte de ce qu'on aurait pu dire Osama Bin Laden. Parce qu'il aurait aussi beaucoup de choses à dire, comme Saddam Hussein. On a exécuté Saddam Hussein pour quelque chose de relativement petit par rapport à ce qu'on a eu contre lui. Mais il avait aussi quelques arguments. Par exemple, son approche pour la paix en février, avant l'invasion. Et pourquoi est-ce que les Américains n'ont pas accepté ça, etc., etc. C'est-à-dire que l'exécution est beaucoup plus facile. Et vous trouvez que c'est la raison pour laquelle on lui a refusé un procès de justice? Je crois que oui. Et ça, ça a choqué beaucoup de gens, le fait que, par exemple, on ait traduit les criminels de guerre de la Deuxième Guerre mondiale devant le tribunal Nuremberg, et on a refusé à Bin Laden une parution devant un tribunal. Peut-être qu'il y a quelque chose de raciste dans ça aussi. Ça vous conforte un peu dans votre appréciation du président Obama quand il a été élu? Vous étiez l'une des rares analystes. Moi, j'étais contre Obama du commencement. Je l'ai lu comme un type de combinaison d'amateur et mégalomaniaque, qui se pensait être au-dessus de tout, au-dessus des démocrates républicains, et pouvoir jouer tous les côtés en même temps. Alors, il essaie de jouer tous les côtés en même temps, il tombe parmi les chaises, il est disparu. Il n'est pas là, il n'existe pas. Donc même son discours en Égypte ne vous a pas impressionné? Je ne discute pas sa rhétorique. Je peux dire une chose très, très, très horrible. Je pourrais dire qu'il, pour lui, une position comme professeur, bon, à une université, à une bonne université, tout à fait pensable. Le professeur parle. Moi, j'ai fait un faible effort d'agir aussi. Et pour faire ça, il faut connaître les choses. Il faut avoir des bonnes perspectives. Il faut avoir quelque chose qui fait appel à l'argent et qui est plus que la rhétorique. Et les gens d'Égypte, de Caire, ont dit immédiatement, joli comme discours, maintenant le fait, s'il vous plaît. Ils ont dit ça tout de suite. Même si les Arabes sont relativement bien accoutumés aux rhétoriques. Un dernier point, quel est votre sentiment, vos réflexions après Fukushima? Horrible. Je sais un peu de tout ça, au travers de ma femme japonaise. L'énergie nucléaire est tout à fait nécessaire. Ils ont suffisamment de vieilles méthodes, c'est-à-dire pétrole et aussi carbone. Vous parlez du contexte japonais? Oui, la situation. C'était tout à fait nécessaire. On aurait pu satisfaire dans la satisfaction de la demande sans ça. Et il y a aussi toutes les possibilités nouvelles, surtout géothermiques, qu'on n'a pas utilisées.
C'est-à-dire que c'est très clair qu'il y avait des raisons qui n'étaient pas énergétiques et économiques pour avoir 54 centrales. Et les raisons, il semble, sont qu'il y avait une pression de General Electric et Westinghouse, les constructeurs aux États-Unis, pour avoir les contrats au Japon. C'est-à-dire que les États-Unis continuent toujours à avoir des compensations pour la Deuxième Guerre, pour Pearl Harbor, etc., mondiale. Et ils continuent sans cesse, un peu comme les Israéliens contre l'Allemagne. Ils découvrent toujours une nouvelle raison qu'ils ne sont pas suffisamment payés. Alors, on a essayé ça c'est une chose. Une grande partie de centrales viennent de General Electric et Westinghouse, mais aussi de Japonais, de Toshiba, par exemple. Il y a aussi l'idée, surtout dans la centrale numéro 4, peut-être aussi numéro 3, des 6 centrales dans Fukushima, Daiichi, et l'idée qu'il y a servi pour cacher le développement d'armes nucléaires. Japonaise ou qui Japonaise. enrichissait le... Japonaise. Enrichissait l'uranium, Oui. enrichissait. Il y a des indicateurs dans cette direction-là. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une bêtise qui est tout à fait impardonnable. Et ça vient d'un pays qui a créé le mot tsunami et qui n'a pas mal de sisme. Et faire ça dans la plage, tout à fait à côté de la mer. Alors est arrivé le tsunami qui était beaucoup plus affreux que le sisme même, et les conséquences, nous le savons. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, mais ce type de beaucoup de choses joue toujours dans les mains des élites, qui sont la bureaucratie, les militaires et quelques intellectuels, qui sont bien corrompus et corruptibles. Si on a vu ça, il y avait pas mal de protestes, mais on n'a pas écouté ça. On a écouté seulement la voix d'avoir dans le pays une pyramide triangulaire, noire, avec des secrets, avec énormément de pouvoir, même si c'était nécessaire du point de vue énergétique et économique. Johan, quel est le projet qui va vous occuper le plus ces prochains mois? Afghanistan. Vous écrivez quelque chose ou... Ah oui, mais il ne faut pas nécessairement toujours voyager là. Beaucoup plus important qu'Afghanistan sont Washington, Beijing et Istanbul. Parce qu'Afghanistan est sur un axe entre Turquie et la Chine. C'est là qu'on va décider le futur, l'avenir. Il y a 2 jours, on a tué le frère de M. Karzai, le Quisling numéro 1. On a tué le numéro 2. Alors, on est déjà dans la post-guerre numéro 2. Et moi, comme je connais relativement bien l'Afghanistan, je me toujours demandé, ça me fait penser à quoi, Afghanistan? Parce que ça, c'est ma première pensée quand j'ai fait la médiation. Ça me ressemble à quoi? Et la réponse est la Suisse. Nous sommes dans ce moment-là. Dans la Suisse, 4 nations, et les nations, avec l'exception d'une, sont au dehors du pays. Afghanistan, disons 8 nations, et sont aussi au dehors, dans les pays voisins, avec l'exception d'une. En Suisse, il y a 5-6 000 municipalités, localités autonomes, très autonomes. Dans l'Afghanistan, 25 000 villages, très autonomes. Alors, la conclusion est relativement évidente. Vous avez oublié un élément de comparaison, les montagnes. Et tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. C'est dans ma liste aussi. Aussi une certaine isolation. Une certaine isolation. Et une certaine... on est très... Il y a beaucoup d'orgueil. Beaucoup que nous sommes là, nous sommes différents des autres, etc., qu'il y a aussi dans la Suisse. Mais alors, neutralité, fédération. C'est le modèle que vous préconisez pour... Ça, c'est la solution. Ça, c'est la solution, mais avec beaucoup de coopération avec les pays voisins.
Et ça nous conduit à un type d'organisation pour les États d'Asie centrale. Ils sont 8, ils sont musulmans. Et ça, ce sont les vieux 5, sont 9. Ce sont les vieux 5 de l'Union soviétique. Pakistan, Iran, Afghanistan et Cachemire, Assad. Cachemire musulman. C'est une force. Et bien sûr, les Occidentaux sont contre, ça c'est le problème à eux. Je crois que les Occidentaux ont suffisamment de problèmes chez eux, ils doivent se concentrer sur ça. C'est un pas en avant dans la construction de la véritable OIC, comme vous la voyez donc, dans son rôle de communauté. Vous avez vu une partie de ça. Une partie de ça. Disons que ça, OIC comme organisation des coopérations islamiques. Ça vient d'être changé, donc c'est le nouveau nom. Hein. Ce n'est pas une conférence maintenant, c'est coopération. Ça, c'est un pas en avant, ou 10 pas en avant. Oui. Bon, disons 56, 57 membres de cette organisation OIC. Alors, nous parlons ici de 8-9. C'est une grande partie de ça. Mais il faut avoir appui des autres pays islamiques. Merci beaucoup, Johan. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et de discuter avec vous. C'est toujours passionnant. Et soyez sûr, on vous recevra bientôt pour parler de vos dernières publications, théorie du conflit et théorie du développement. Merci avec beaucoup, plaisir. Johan. www.transcend.org. Merci beaucoup.